que vous connaissez, qui sont la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Et donc, pour commencer à vous parler de ces acides aminés aromatiques, je vais commencer par une maladie que vous connaissez sûrement parce que vous en avez entendu parler, qui est la phénylcétonurie. La phénylcétonurie, c'est une maladie génétique qui est relativement fréquente puisque c'est 1 sur 16 000 naissances. Or, vous savez qu'à peu près, on a 800 000, un peu plus, 800 000 naissances en France par an. Et donc, vous comptez combien de cas on découvre ou on diagnostique tous les ans. Alors, pourquoi on les diagnostique ou on les découvre tous les ans? Parce que pour cette maladie, il existe un dépistage néonatal. Et ce dépistage néonatal, vous en avez profité parce que vous êtes né après 1972 et ce dépistage existe en France depuis cette date. Cette maladie, elle est due à un déficit enzymatique qui est le déficit de la phénylalanine hydroxylase. La phénylalanine hydroxylase est un enzyme qui permet de passer la phénylalanine à la tyrosine, puisque la tyrosine, ce n'est rien d'autre que la phénylalanine hydroxylée. Et cette enzyme est déficitaire. Et si elle est déficitaire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un déficit en tyrosine, évidemment, et on va voir à quoi ça va conduire. Et puis, vous avez une accumulation de phénylalanine qui va être toxique. Le phénotype clinique de ces patients qui sont dépistés, j'aurais tendance à dire qu'ils ne sont pas dépistés, parce qu'à partir du moment où ils vont être dépistés, ils vont être traités très rapidement. Et donc ceux qui ne sont pas dépistés et que l'on va pouvoir diagnostiquer parce qu'ils viennent d'ailleurs et que le diagnostic néonatal n'aura pas eu, enfin, ils n'auront pas subi ou profité de ce diagnostic néonatal, le phénotype clinique, c'est il n'y a pas de décompensation aiguë, il n'y a pas, comme on a vu pour les hyperammoniémies, le risque de faire un coma néonatal. Mais il y a des épilepsies, il y a des retards, il peut y avoir un retard mental qui peut être léger, mais qui peut être aussi très important, très profond, pour des enfants, pour des patients non traités. Et puis ce sont des patients qui ont en règle générale la peau et les cheveux clairs. Et pourquoi la peau et les cheveux clairs? Parce qu'il y a un déficit en tyrosine, et la tyrosine est un des précurseurs de la synthèse de la mélanine. Alors, je vous ai dit, il y a un dépistage maintenant systématique à J3. C'est le test, ce qu'on appelle le test de Guthrie qui est réalisé. Et lorsque l'on diagnostique un enfant qui présente une phénylcétonurie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va immédiatement le prendre en charge. Et le prendre en charge, ça va consister à lui faire subir, dès les premiers jours de vie, un régime strict, sans protéines, et un régime sur lequel on va apporter tous les acides aminés, sauf la phénylalanine. Ou en tous les cas, on portera une petite quantité de phénylalanine d'une manière ou d'une autre pour permettre malgré tout la synthèse des protéines, puisque la phénylalanine fait partie de cette synthèse protéique. Et donc il y a un régime qui est extrêmement strict et il y a un minimum, comme je vous dis, recommandé en phénylalanine. Alors, pendant, je dirais, il y a une quinzaine d'années, on élargissait le régime vers 7-8 ans pour ces patients-là. On considérait que le cerveau était formé et qu'on pouvait leur permettre de manger comme tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il fallait les récupérer, en particulier pour les femmes, quand elles voulaient avoir un enfant, il fallait pouvoir les revoir, les retrouver, parce que la phénylalanine est tératogène, a un effet tératogène chez le nouveau-né. Et le vrai problème, c'est que quand on les laissait partir comme ça dans la nature, eh bien, on ne les revoyait plus, ils disparaissaient définitivement, donc ils n'étaient plus suivis. Et donc, depuis, je dirais, il y a une quinzaine d'années, eh bien, ces patients sont suivis systématiquement et on n'arrête plus le régime. C'est-à-dire que c'est un régime qui vont subir toute leur vie durant. Et parce qu'on s'est aussi rendu compte que quand on récupérait ces patients, eh bien, sur le plan neurologique, ils n'étaient peut-être pas si bien qu'on pouvait l'espérer au départ. Donc aujourd'hui, ce sont des patients, quand le dépistage est fait, qui sont pris en charge immédiatement dans les services compétents, services de maladies qui s'intéressent aux maladies métaboliques, et ils sont traités par ce régime. Alors, la phénylalanine hydroxylase, c'est une enzyme qui fonctionne avec un cofacteur qui est le BH4, et cette molécule
tétrahydrobioptérine, cette molécule servant de cofacteur, peut être aussi à l'origine de la phénylcétonurie. Vous pouvez avoir un déficit de cette molécule qui fait que vous allez vous retrouver avec des patients que vous allez diagnostiquer ou dépister comme étant phénylcétonuriques. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe. On va revenir sur ce cofacteur dans une minute. Alors, vous montrez maintenant que je vous ai parlé de la maladie, vous montrez comment agit, enfin d'où provient ce déficit, hein, je vous l'ai dit, c'est cette enzyme, la phénylalanine hydroxylase, qui permet la transformation de phénylalanine en tyrosine, ce qui veut dire que la phénylalanine est apportée obligatoirement par l'alimentation, c'est ce qu'on appelle donc un acide aminé essentiel, et la tyrosine eh bien, dérive de cette phénylalanine, et cette tyrosine, elle est importante puisqu'elle va participer à la synthèse des catécholamines, à la synthèse des hormones thyroïdiennes et à la fameuse mélanine dont je vous ai parlé qui conditionnait le fait que lorsqu'il y avait un déficit en tyrosine par déficit en phénylalanine hydroxylase, conditionnait cette structure des cheveux très cassants, très fins et très clairs. Alors, la molécule ensuite suivit une voie métabolique. Je vais vous la détailler un tout petit peu plus ensuite. Hein. La première étape, et vous la connaissez, la première étape, comme tous les acides aminés, puisque j'ai insisté lourdement hier à ce propos, eh bien, elle va subir une réaction de transamination. On va déjà se débarrasser de la fonction NH2 et on obtient, dans ce cas de figure, on obtient la para-hydroxyphénylpyruvate. Il est évident que je ne vous demanderai jamais de retenir quel est l'acide alpha-cétonique qui correspond au départ de la fonction NH2, de la réaction de transamination. Et puis ensuite, eh bien, ces acides aminés, donc phénylalanine tyrosine, puisque c'est la même voie catabolique, eh bien, vont être oxydés en fumarate et acétoacétate. Le fumarate, comme vous le savez, c'est un intermédiaire de ce fameux cycle de Krebs. Et l'acétoacétate, qu'est-ce que je vous avais dit à ce sujet? Eh bien, et je vous avais parlé de ces acides aminés qui étaient à la fois cétoformateurs et glucoformateurs, parce que vous voyez qu'ils se coupent, la molécule se coupe en fumarate qui rentre dans le Krebs, donc glucoformateur, et acétoacétate qui va rentrer dans la voie de la cétogénèse, donc cétoformateur. Alors, juste vous montrer pourquoi c'est toxique, pourquoi finalement le fait de ne pas avoir cette enzyme, à part le fait d'avoir une baisse en tyrosine et donc une baisse en neurotransmetteurs, mais ça on pourrait compenser peut-être assez facilement en donnant la tyrosine, et la tyrosine deviendrait acide aminé essentiel, mais ce n'est pas tout, et c'est pour ça qu'il faut se débarrasser de la phénylalanine. Eh bien, la phénylalanine peut être dérivée en un métabolite, hein, qui est l'acide phénylpyruvique. C'est un métabolite qui serait toxique et qui aurait cette fameuse toxicité pour le cerveau. Et donc, il faut absolument supprimer, en tous les cas, diminuer fortement l'apport de phénylalanine dans le régime alimentaire de ces patients. Alors, je vous ai parlé du cofacteur, la tétrahydrobioptérine, hein, BH4. Cette tétrahydrobioptérine, c'est un cofacteur qui dérive, qui provient, alors je n'ai pas mis toutes les voies métaboliques qui permettent de passer du GTP, de la guanosine triphosphate, à ce fameux tétrahydrobioptérine. Il y a un certain nombre de voies qui interviennent à ce niveau-là. Mais la tétrahydrobioptérine, elle est cofacteur de ces réactions d'hydroxylation. Hydroxylation de la phénylalanine en tyrosine, hydroxylation de la tyrosine, et on verra tout à l'heure en DOPA, hein, la DOPA qui va donner naissance à la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, hein, à nos fameuses neurotransmetteurs, hein, et une amine biogène qui est la dopamine. Le tryptophane qui peut aussi subir cette réaction d'hydroxylation pour donner le 5-hydroxytryptophane qui va conduire à la synthèse de la sérotonine. Vous voyez l'importance ici de ces acides aminés, aromatiques dans la synthèse, pour la synthèse des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Et puis, elle intervient aussi comme cofacteur dans une réaction d'hydroxylation qui est la réaction de la NO-synthase qui permet à partir de l'arginine de passer à la citrulline et de permettre la production du NO qui est aussi un neuromédiateur. Alors, cette tétrahydrobioptérine, eh bien, elle est, en même temps qu'elle permet ces réactions d'hydroxylation, elle est oxydée en dihydrobioptérine. Et vous voyez que ce cofacteur, quand je vous ai dit que pour un déficit, on pourrait trouver des patients à la naissance, dépistés à la naissance, qui peuvent être simplement un déficit du cofacteur tétrahydrobioptérine ou un déficit de cette enzyme. Il suffirait à ce moment-là de donner du cofacteur, la tétrahydrobioptérine, qui existe dans le commerce et qu'on peut donner aux patients pour permettre de résoudre le problème de la phénylcétonurie. Mais les patients qui présentent ce déficit-là, ils ne sont pas simplement phénylcétonuriques tous bêtement, si je puis dire, uniquement, c'est plutôt le terme adéquat, uniquement, ils sont aussi déficitaires pour
la synthèse des neuromédiateurs, puisque le tétrahydrobioptérine est le cofacteur de toutes ces enzymes-là. D'accord? Et donc, vous allez avoir à la fois des patients qui présentent une phénylcétonurie, mais finalement dépistés très rapidement, alors qu'un déficit de neurotransmetteurs, bien, c'est rarement réalisé tout de suite à la naissance. Donc, ce dépistage permet de réaliser ces diagnostics assez rapidement. Alors, maintenant, on va passer à la synthèse des fameuses amines biogènes et de la dopamine et puis des catécholamines que sont l'adrénaline, la noradrénaline, et l'adrénaline. Et donc ceci, ça se fait à partir de la tyrosine. La première étape étant l'hydroxylation de la tyrosine, c'est une autre. Vous avez vu qu'ici, j'ai hydroxylation en tyrosine, mais la tyrosine est hydroxylée en L-dopa, toujours via cette même réaction enzymatique, cette même réaction d'hydroxylation et d'oxydoréduction. Alors la dopa, quant à elle, va subir une action de décarboxylation, et cette réaction de décarboxylation va donner naissance à la dopamine. Et cette réaction de décarboxylation, on en a déjà parlé, parce que quand j'ai parlé du phosphate de pyridoxal, j'ai dit qu'en fonction de la façon dont était traitée comment ça s'appelle, je ne retrouve pas la réaction entre l'acide aminé et le phosphate de pyridoxal. On forme une base de chiffres, ça y est, ça vient. Et cette base de chiffres était traitée de 3 façons différentes qui permettaient de faire des réactions de racémisation, des réactions, je vous ai dit, de décarboxylation, et ce qui nous a intéressé hier, surtout les réactions de transamination. Mais ici, c'est une première réaction de décarboxylation. Ici, il n'est pas indiqué le cofacteur phosphate de pyridoxal, mais c'est une première réaction de décarboxylation qui fait intervenir le phosphate de pyridoxal comme cofacteur et qui donne naissance à la dopamine. Et la dopamine, elle peut être hydroxylée, réaction d'hydroxylation pour donner la noradrénaline, et la noradrénaline va être méthylée, et ici vous voyez, on retrouve ah non, pas encore, puisque j'en ai pas encore parlé, mais on va en parler tout à l'heure, d'un donneur de méthyle de l'organisme qui est la S-adénosylméthionine, qui va donner naissance, cette fois-ci, à l'adrénaline. Vous voyez que les acides aminés aromatiques sont quand même très importants pour permettre la synthèse d'un certain nombre de molécules qui sont essentielles pour votre organisme. Alors, je reviens sur cette voie catabolique pour vous montrer, et on ne parlera pas de toutes ces anomalies, pour vous montrer finalement que la voie catabolique de la phénylalanine et de la tyrosine qui en dérive, eh bien, phénylalanine hydroxyle en tyrosine, et va être catabolisée, ça je vous l'ai dit sur le premier schéma métabolique que je vous ai mis, transformée en fumarate qui rentre dans le Krebs, et acétoacétate qui rentre dans la composition, dans la synthèse des corps cétoniques. Alors, il y a 2 enzymes qui m'intéressent aujourd'hui, alors que vous voyez ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que ces 4-là, ces 4 enzymes sont connues pour donner naissance à des anomalies. Des anomalies, la première, c'est la phénylcétonurie dont je vous ai déjà parlé. Il y en a une autre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'alkaptonurie. Et puis, il y a 2 autres maladies qui sont la tyrosinémie type 1 et de type 2, dont je ne parlerai pas parce que je ne peux pas parler de tout. Et donc, j'en ai choisi 2, la phénylcétonurie parce qu'elle est connue par tous. Et puis, l'alkaptonurie parce que, historiquement parlant, elle est importante et qui plus est, elle revient en vogue aujourd'hui parce qu'on a trouvé un traitement pour essayer de traiter cette maladie. Mais vous voyez qu'une voie métabolique, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important, ce métabolisme des acides aminés. Pourquoi? Parce que finalement, on a des points d'impact, des déficits possibles à chaque étape de ces voies métaboliques. Et à chaque étape, pour cette voie-là, on connaît un déficit, une maladie, et ce n'est pas le cas de toutes les voies métaboliques. On ne les connaît pas toutes parfaitement. On ne connaît pas en tous les cas toutes les maladies. Elles ne sont pas encore été toutes diagnostiquées et découvertes. Donc ici, la phénylcétonurie, je vous en ai parlé. Et on va parler ici de cette étape qui permet le passage de l'acide homogentisique à l'acide maléyl acétoacétique. Et cette maladie, eh bien, cette alkaptonurie, c'est une maladie génétique encore, qui est rare. Ce n'est pas une fréquence de 1 sur 16 000 comme je vous ai donné
donné pour la phénylcétonurie. C'est beaucoup plus rare que ça, c'est plutôt de l'ordre de 1 sur 100 000 à 1 sur 200 000. Mais elle est intéressante parce que c'est la première fois en 1902 qu'un médecin, qui est Archibald de Garreau, a mis en évidence, a relié une maladie à une voie métabolique. C'est donc historiquement parlant la première. Vous allez voir qu'après ça, on va en découvrir d'autres, mais 100 ans, 60 ans, 100 ans après, donc beaucoup plus tardivement. Et là, pour la première fois, il va montrer finalement que cette alkaptonurie est due à un déficit enzymatique, qui est le déficit en homogentisate oxydase, et qui va conduire finalement à l'accumulation de cette molécule qui est l'acide homogentisique. Et c'est